ce deuxième film, les habitants de Mitry poursuivent leur enquête sur la ville du futur. Que pourrions-nous faire pour vivre sereinement dans nos villes ? Pour répondre à cette question, les habitants sont allés à la rencontre des enfants de l'école Léon Blum de la Mitry, qui, à travers leur exposition sur les énergies renouvelables, nous donnent quelques conseils pour consommer raisonnablement nos énergies. C'est quoi l'énergie renouvelable? Tout ce qui permet de protéger la Terre, l'énergie solaire. L'énergie solaire? C'est les énergies qui se renouvellent à chaque fois, comme les énergies éoliennes. D'accord. Des énergies qui ne s'épuisent pas. Des énergies, bien sûr, qui ne vont jamais disparaître. Que fait-on à la maison pour économiser L'énergie. C'est ça? L'énergie. L'énergie, tout simplement, oui. Se laver les mains, éteindre l'eau quand on met du savon et quand on frotte. Utiliser les panneaux solaires, parce que le soleil, c'est une énergie renouvelable. Prendre une douche au lieu d'un bain. Et ne pas laisser allumer la lumière derrière soi. Faire du vélo à la place de conduire une voiture. Et avec tout ça, on économise plus d'énergie. Dirigeons-nous maintenant sur la côte, vers la ville de Grande-Synthe. Le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, a pour objectif, depuis plusieurs années, de faire entrer le développement durable dans la ville et donc dans le quotidien de ses habitants. Le développement durable permet de concilier le progrès économique et social en préservant l'environnement. Cet environnement, c'est là où nous vivons et c'est l'héritage que nous laissons à nos enfants et petits-enfants. Suivons Damien Carême pour notre pêche aux idées. Et notre idée à nous, c'était de regarder, compte tenu de cette conjoncture, cette crise climatique, économique, sociale, énergétique, c'est de voir comment les habitants ils pouvaient évoluer dans ce domaine-là. Et moi, ce que j'ai pris comme, aux dernières élections municipales, ce que j'ai pris comme engagement auprès de la population, c'est de leur dire on vous fournira un habitat de qualité, il n'y aura pas de coupure d'énergie et on vous aidera à baisser les factures énergétiques et voilà, donc on vous accompagnera sur l'énergie, on vous aidera à accéder à une alimentation de qualité par différents biais, on est au 100% bio dans les cantines scolaires, on met des jardins en pied d'immeubles dans toute la ville qui se relaient, enfin il y a des jardins ouvriers comme un peu partout, mais on a développé ces dernières années. On leur a dit qu'il y aurait un accès à la culture, parce que pour nous la culture est un élément indispensable dans l'émancipation des individus, un accès à la santé aussi. Alors les caractéristiques en termes environnementaux, c'est qu'on a 127 mètres carrés d'espace vert par habitant. Vous voyez, 22 000 habitants, ça vous donne la surface d'espace vert qu'il y a dans la ville. Et 95% des habitants vivent à moins de 300 mètres d'un espace naturel. Ça aussi, c'est des éléments importants quand on parle de ville intense, par exemple. La ville est assez dense, la partie urbaine, avec de l'habitat collectif, 50% de la ville c'est de l'habitat collectif, mais il y a plein d'espaces à côté, de verdure, des espaces naturels qu'on a préservés et qui permettent de pouvoir, les habitants, pour leurs enfants, ils vont jouer dehors dans les espaces publics. On a travaillé avec les habitants dans tous les quartiers de la ville il y a 2 ans maintenant, un schéma directeur d'aménagement de pistes cyclables pour remettre le vélo en ville, parce que d'abord il y a 25% qui n'ont pas de véhicule, 25% des foyers qui n'ont pas de véhicule, et qu'on a fait des rues. Alors à cette époque-là, quand l'agglomération s'est construite, quand je parle de Grande-Synthe, on pourrait le transposer à d'autres villes de l'agglo, parce que l'événement industriel il est arrivé en même temps, donc ça a un peu explosé la population sur l'agglomération à cette époque-là. On a fait des rues qui étaient des boulevards en pleine ville pour la voiture reine. Et là, on a tendance à rétrécir les rues, à agrandir les trottoirs, à remettre de la nature dans tout ça. Donc en fait, on voudrait que les modes doux, donc la marche à pied et le vélo, prennent la place sur la voiture, notamment dans notre ville qui est toute petite.
Vous voyez, derrière là-bas, vous avez des balcons qui sont superbes, directement orientés ouest. Et c'est des logements sociaux, il n'y a pas d'accession à la propriété là. Et en plus, ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie puisque les bâtiments sont très très bien isolés. Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant dans l'aménagement urbain, quoi. C'est dans l'intérêt de la population. Quartier, mairie, etc. L'électricité est d'origine renouvelable pour 100%. On achète à EDF des certificats, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais modèle, c'est des certificats d'énergie renouvelable et on est aujourd'hui à 28%. Ah non, on va changer à partir du 1er juillet, on est à 50%. 50% du gaz qu'on utilise est du gaz vert, qui provient de méthanisation, notamment de Sequedin. À Sequedin, il y a une unité de méthanisation dont la moitié, une grosse partie part pour les bus de Transpôle, et l'autre partie, tout ce qu'ils font d'autre, ça vient chez nous. Non, la maire souhaite qu'il y ait des habillages bois, des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires dessus pour diminuer les charges des habitants. On a créé une université populaire sur la ville. Alors l'idée, c'est de faire des conférences pour montrer des choses aux gens, ce qui existe, l'échange de bonnes pratiques, pour avoir un autre discours que celui qu'on a à la télévision sur le domaine économique, sur un certain nombre de choses, sur l'alimentation, sur l'énergie, sur plein de débats de société. Et on fait avec cette université populaire aussi une fabrique de l'initiative, une fabrique de l'autonomie. Fabrique de l'autonomie où les habitants viennent faire leurs produits ménagers à base de produits naturels. Et on a plus de 250 familles qui sont passées, qui font leurs produits aujourd'hui. On a des associations qui aujourd'hui démultiplient ça auprès de leurs membres. Vous voyez là, c'est l'éco-maison. C'est une maison en bois, donc c'est une maison qui est chauffée uniquement avec un poêle à bois granulé. Quasiment pas de chauffage par an, il y a 300 € de frais par an de chauffage. Elle est habitée par l'université populaire maintenant. C'est des gens qui amènent les habitants. C'est là où ils font les tests pour la lessive. C'est là, ils font des petites conférences au cinéma également. Ils font venir des intervenants extérieurs pour que les gens se posent des bonnes questions. Alors, ils travaillent aussi sur les jardins partagés. Je vais vous montrer les jardins partagés parce que ça vaut le coup d'être vu. Et là, c'est des habitants qui, en pied d'immeuble, ont un jardin. Et vous allez voir comment c'est tenu. Ici, avant, c'était une pelouse classique, sans grand intérêt. Donc les gens de l'université populaire, ils ont été visiter les immeubles, ils ont dit est-ce que vous voulez qu'on fasse un jardin partagé? C'est quoi un jardin partagé? Bon, des petites parcelles, donc il faut 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, il y en a des plus ou moins grands, suivant ce que les gens souhaitaient. Et puis on a dit on va faire des jardins ici, donc il y a une clôture, vous voyez, qui est dissuasive sans lettres, elle fait 1 mètre, le portillon est toujours ouvert, donc il n'y a aucun problème, simplement symbolique pour les animaux. Le reste après, les gens peuvent passer. D'ailleurs, c'est traversant, on peut passer là, repartir là-bas. Pourquoi vous ne voudrez pas avec nous? Et puis, donc, la ville leur a mis à disposition cette parcelle. Donc, bien sûr, nous, on a aménagé l'allée. Pour leurs outils, on leur a donné des outils collectifs. Ils ont des brouettes, ils ont des binettes, ils ont des bêches. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ils ont leur vestiaire s'ils veulent. Pour tout le monde. C'est pas un vestiaire individuel, pour tout le monde. On a des récupérations d'eau pluviale de la toiture. Et ensuite, nous, on a la chance ici d'avoir de l'eau à 1,50 m de profondeur, donc on a un petit forage pour animer avec la pompe. Donc quand il n'y a pas d'eau de pluie, ils prennent de l'eau de la pompe. Voilà. Donc ils peuvent arroser leur jardin. Ensuite, toutes les graines ici, ils ont été obligés de signer une charte pour ne pas utiliser de produits phytosanitaires, pas de produits de traitement. Celui qui le fait, il est viré. Et les gens se sont constitués en association. Au début, c'est la ville qui a initié par ses techniciens, et ensuite la ville se retire et c'est l'association qui gère. Après, on leur a mis des endroits pour faire du compost aussi, pour récupérer le compost. Leurs fans de végétaux les mettent dans du compost, ils récupèrent le compost après pour fonctionner en cycle fermé. Alors il y a des entraides, alors les gens qui sont là, il n'y a pas de vandalisme, alors qu'avant il y en avait. Les gens nettoyaient leurs voitures, etc. Maintenant il n'y en a plus. Les gens s'autoprotègent, ils habitent tous là, donc forcément, quand nous on arrive, ils le voient bien. Et il n'y a jamais eu de... Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de vol, ça serait mentir, mais entre eux, ils se respectent. Et les enfants de ces gens-là respectent aussi ce que les parents font. C'est magnifique. C'est magnifique, t'aimerais bien avoir ça à l'homme? Je vais déménager. Tu vas venir vivre à Grande-Sainte? Non, je reste à l'homme. Mais si on peut faire ça à l'homme, ça serait bien. Ah, parce que t'es attaché à ton... Ça serait super. T'es attaché à l'homme? La plus belle ville que j'ai vue. Ouais, elle est belle. Ouais. Des beaux rosiers, des belles fleurs. J'adore ça. Ouais, un jardin comme ça, c'est bien. Bon, c'est une chouette proposition, quoi. On va demander au maire de l'homme. Moi, je trouve ça merveilleux.
Et tu veux pas quitter l'homme? Non, parce que j'aime bien la ville de l'Homme. J'ai des gens, et les gens ils sont gentils. On continue la visite. On a fait des choix. Par exemple, il y a 4 ans, on a décidé de passer au 100% bio dans les cantines scolaires. Alors la loi oblige les villes à faire 20%. On s'est dit, si c'est bon pour 20%, pourquoi faire que 20%? Si on sait que pendant les 80%, si on file des cochonneries aux enfants à la cantine, je préfère passer au 100% tout de suite. Je voudrais pas que dans 30 ans, il y ait quelqu'un qui me dise, vous saviez et vous avez continué à nous servir des plats pleins de pesticides, d'herbicides, de choses comme ça. Moi, ma responsabilité, elle peut être engagée, mais plus tard. Donc on l'a fait en 2010, alors même si c'est que 9 ans après ma première élection, il a fallu le temps, mais on ne peut pas tout faire en même temps, hein, on ne pense pas forcément à tout. Et quand on est passé au 100% bio dans les écoles, ce qu'on voulait aussi, c'est faire du bio, mais du bio le plus local possible, pour éviter le transport sur la route des aliments qu'on mange, parce que c'est quand même, vous savez qu'un yaourt aux fruits, quand vous le mangez, il a fait grosso modo 10 000 km, entre les fruits qui sont dans le sud de la France, le lait qui est à tel endroit, le fourrage qui est dans tel endroit, l'opercule en acier qui est fait à tel endroit, le plastique qui est fait à tel autre, la centrale d'achat qui achète les yaourts, après la laiterie qui les a rassemblés quelque part, et après ça part dans les hypermarchés et chez vous. Les comptes ont été faits, 10 000 km pour un yaourt, on marche vraiment sur la tête. Donc on essaie de relocaliser la production. Alors c'est en partie maintenant, ça se fait, la cantine c'est alimenté par l'agglomération dunkerquoise, mais pas complètement parce qu'on a 900 repas et on ne trouve pas forcément des agriculteurs bio pour alimenter nos 900 repas par jour à la cantine. Donc on a une coopérative régionale d'agriculteurs bio en région Nord-Pas-de-Calais, donc c'est déjà mieux, c'est sur la région Nord-Pas-de-Calais. Et on a dit aux parents, on les a invités à des réunions publiques, on l'a fait aussi avec les encadrants de cantine, on leur a dit, ça veut dire que vous venez pas râler en hiver quand vos enfants ils vont manger de la tarte aux pommes un jour, le lendemain ça sera de la compote de pommes, le troisième jour ça sera une pomme aux fruits, etc. Parce que c'est la saison des pommes et qu'ils n'auront pas de fraises, ils n'auront pas de cerises, ils n'auront pas de... On n'invente rien, on remet au bout du jour des bonnes pratiques, des choses qui se faisaient avant, et que notre société a perdu et pour aller pas forcément dans le bon sens. Super. Ouais? C'est super. C'est super? Super. Ouais. Oh, je ne regrette pas ma journée, hein. C'est ce que je viens de dire à Ève. Oh. Qu'est-ce que t'as préféré toi? Qu'est-ce que t'aimes beaucoup là ici? Oh, moi j'aime beaucoup la nature, alors donc là, mais j'ai trouvé que les bâtiments, tout. Oh. C'est un joli espace de vie. Ah oui. Bon, j'ai dit je vais quitter l'homme, je vais venir habiter ici. Ah ouais? Ah oui. Ah oui. Mais oui, je disais aussi, mon papa est né à Dunkerque. Ouais. Hein? Tu l'as entendu? Non, j'ai pas entendu. Non. Oui, donc il est né à Dunkerque et puis bon, je retrouverai des racines. C'est vrai que tu serais pas si loin. Ah oui, c'est sûr. Ouais, tu restes un peu encore à l'homme quand même? Oh, oui, quand même. T'as trouvé un nouveau groupe là? Oui. Ça c'est super aussi. Ouais. Le lieu de vie et les amis. J'ai perdu ma solitude. Pour finir, notre petit groupe est allé visiter la Smart Home, maison du futur remplie de supports numériques à Euratechnologie. Mais vous allez nous dire, que vient faire le numérique dans tout ça? Eh bien, les nouvelles technologies qui seront intégrées à notre logement vont nous aider à gérer notre consommation d'énergie et de fait, à faire des économies. Donc vous êtes ici dans la Smart Home, qui est un démonstrateur qui a été développé par le CITC. En 3 mots, le CITC c'est une association qui est basée ici à Euratechnologie. Et il va m'embêter je crois lui. Et l'objectif du CITC c'est quoi? C'est d'aider ses adhérents à développer des projets dans tout ce qui est technologie sans contact, Internet des objets. Technologie sans contact, c'est ce que vous avez dans les cartes bleues sans contact. Qu'est-ce que tu as dit? Tais-toi. Internet des objets, ça se développe énormément en ce moment. Hein. C'est dès que vous avez 2 objets à faire communiquer ensemble. Donc ici, vous êtes sur la première application. On est sur la première application qui est le dashboard. Voilà, là c'est sur une table tactile parce que c'est pratique pour montrer au public. Dans l'idée, ça, vous pouvez aussi l'avoir sur un téléphone ou autre.
Ici, on va pouvoir vraiment piloter les différents actionnaires de la maison. Donc là, par exemple, j'allume ou j'éteins la lumière. Bon, c'est pratique, certes, mais voilà, le plus important, la consommation d'énergie. Le premier qui est ici, c'est un débitmètre connecté. Donc ça, c'est quelque chose que vous branchez à votre douche. Et puis, il envoie sans fil l'information de combien vous avez consommé d'eau en prenant votre douche. En temps réel, en fait. Donc, quand je prends ma douche, je vois le prix qui voyez ce qu'on a consommé. Oui, exactement. Ouais. C'est bien, En litres et en euros. Pour savoir ce que j'ai consommé. Là, ici, on imagine la maison de demain. Donc, il y a des... Et ça va se faire au bout de combien de temps? 10 ans, 20 ans? Ce qu'on montre ici, c'est pour les choses qui vont arriver, comme la domotique par exemple. Ça, c'est dans quelques années à peine. C'est vraiment pas... On sera peut-être en train de manger des pissenlits. Après, si la question c'est de savoir est-ce qu'une maison équipée d'un système domotique consomme plus, effectivement, il y a un espèce d'ordinateur derrière qui consomme de l'énergie. Mais les mécanismes qui est mis en place via cet ordinateur-là permettent d'économiser bien plus d'énergie sur l'éclairage, sur le chauffage, etc. Donc, vous avez remarqué, on arrive à contrôler la maison, on arrive à récupérer des informations sur les consommations, etc. Et donc voilà, souvent les systèmes de gestion du bâtiment, c'est le système prend la place de l'utilisateur et on dit que c'est 22 degrés dans la chambre, 21 degrés dans la chambre et non, c'est même pas ça. On dit que c'est 19 degrés dans la chambre et 20 degrés dans le salon par exemple. Et c'est le système qui gère tout ça. Nous ici dans la maison, on a dit on va pas prendre la place de l'habitant et mettre à sa place, s'il a envie de chauffer la chambre à 35 degrés, il pourra chauffer la chambre à 35 degrés. En revanche, on va venir lui donner des conseils pour essayer de lui faire changer ses habitudes en fait. Donc voilà, l'idée c'est qu'il reste libre de faire ce qu'il veut, mais là on lui dit par exemple pour chaque degré de plus dans votre logement, votre consommation de chauffage augmente d'environ 7%. Alors, cette application-là, c'est quoi? C'est pour montrer. Voilà, ce qui reste. Voilà, l'idée c'est de montrer l'utilisation de la technologie RFID. Donc ici on la montre via une application ludique pour cuisiner, mais en fait on va voir que ça peut être utilisé plus largement. Donc grâce à des petites étiquettes RFID, je récupère les informations sur le contenu de mon placard qui est là-bas. Donc je sais que j'ai des pâtes, il y aura un petit ordinateur donc là-bas. Exactement. Dans ton frigo. Exactement. Donc avec et donc voilà, on sait ce que vous avez dans votre placard. On va ensuite pouvoir également, donc si vous êtes diabétique par exemple, vous allez pouvoir trier. Voilà, en fonction de ça, on va vous proposer des recettes et puis ici c'est les recettes favorites entre guillemets. Donc là Fajitas. On n'aime pas les bonnes choses. Nous, malheureusement on n'a pas les ingrédients. Par contre ici voilà, il y a 5 recettes qu'on peut faire nous-mêmes, dont on a les ingrédients nécessaires. Nous espérons vous avoir appris des choses, comme nous en avons apprises. Et n'oubliez pas, nous avons une belle planète, sauvegardons-la.